Chers collègues, chers amis, nous allons écouter le docteur Vasilis Kassambelis dans quelques minutes dans le cadre du congrès, dans un symposium consacré à l'érotomanie. Vous avez peut-être à l'esprit la lecture de l'ouvrage de Stephen King, Misery, ou le film qui a fait suite à la publication du roman, qui dresse le portrait d'un écrivain qui est kidnappé par une infirmière qui a la conviction que cet écrivain est éperdument amoureux d'elle, qu'il écrit dans ses romans d'ailleurs à son attention. Et au fil des pages et dans le film, on découvre la désillusion de cette femme qui va donc en arriver à se venger, à séquestrer et à torturer l'objet aimé de manière délirante. Donc c'est de cette pathologie, Vasilis, que tu vas nous entretenir tout à l'heure dans une perspective à la fois historique et clinique et psychopathologique. Et donc pourrais-tu nous résumer en quelques minutes, si c'est possible, la teneur de ton propos? Alors ton introduction nous fait déjà entrer dans le vif du sujet, parce qu'il s'agit de quelqu'un qui croit être aimé par quelqu'un. Donc on pourrait dire qu'elle a guéri lorsqu'elle a découvert qu'elle s'est trompée. Et manifestement, cette guérison a été pire que ce qu'elle vivait lorsque, à distance, elle pensait que cet homme écrit pour elle et s'adressait à elle. Alors, je crois que ça condense assez bien non seulement la pathologie qu'on appelle l'érotomanie, mais aussi l'histoire de l'érotomanie, parce que la notion, l'idée illusion d'être aimé, elle date de plus de 1000 ans. Mais le terme, lui, n'apparaît que vers le milieu du XVIIIe siècle, et il va mettre plus d'un siècle pour se dégager de l'idée que l'érotomanie désigne une illusion délirante d'être aimé, et non pas un amour fou vers une personne. Ce qui se passe donc l'espace d'un roman dans ce que tu décris. Si bien que l'érotomanie, jusqu'à ce que les aliénistes de la deuxième moitié du XIXe siècle désignent très précisément le genre de construction délirante qu'elle réalise, eh bien l'érotomanie, jusqu'à ce moment-là, elle sera plus ou moins assimilée, entre autres, à ce qu'on pourrait appeler la nymphomanie, ou de façon plus générale, une espèce de tendance à aimer de façon éperdue et jusqu'à se perdre soi-même. Alors la question aussi peut-être de la prise en charge, si je puis dire, ou de l'accompagnement de ces patients. Bon, ça reste un tableau clinique, me semble-t-il, en tout cas assez rare. Je ne sais pas si on a des études sur la prévalence de l'érotomanie. Est-ce que tu en as connaissance? Est-ce semble-t-il une pathologie quand même relativement rare ou pas finalement? Alors, aujourd'hui, c'est difficile de faire des mesures de prévalence, étant donné le remaniement constant de l'ensemble des psychoses chroniques depuis de nombreuses années. Alors, on sait déjà que du temps où la psychiatrie internationale distinguait une schizophrénie et autres psychoses, souvent au sens psychose délirante, autre psychose délirante, eh bien, à cette époque-là, on considérait qu'on avait 3/4 de schizophrénie dans les psychoses, 1/4 de ce que la psychiatrie française appelait délire systématisé ou psychose chronique systématisée. Donc, de toutes les manières, l'érotomanie ne pouvait faire partie que ce quart où, évidemment, la majeure partie était plutôt le délire d'interprétation, la paranoïa historique, etc. Bref, comparée à l'ensemble des psychoses, schizophrénie comprises, elle est relativement rare. Ceci dit, je crois qu'un certain nombre de psychiatres ont eu à connaître, parfois à leurs dépens, au moins une situation de ce type-là tout au long de leur carrière, de leur activité thérapeutique.
Alors, y aurait-il une prévalence quant au sexe ratio? Est-ce que le délire érotomaniaque serait plus fréquent chez les femmes ou chez les hommes, ou est-ce que ça paraît assez similaire? Alors, assez classiquement, on le considérait comme une pathologie plutôt féminine. Et lorsque apparaît à la fin du XIXe siècle la notion de crime passionnel qui passionne aussi bien les médias que la psychiatrie médico-légale naissante, puisqu'elle va naître à partir de 1838 environ, eh bien, en ce moment-là, on constate, y compris au niveau de faits divers relatés par la presse, qu'il y a une nette prédominance de femmes. Mais, dans la pratique clinique, on rencontre un certain nombre d'hommes engagés dans des conduites érotomaniaques. Et il est vrai que de temps à autre, on a tendance à les considérer comme des variantes de la schizophrénie, ce qu'on ne fait pas pour les femmes. Mais il me semble que cette prédominance féminine, bien que, à ma connaissance, il n'y ait pas de statistiques très établies, devrait être relativisée. Et alors, sur un plan plus psychopathologique, Vasilis, au niveau donc de la structure psychique, donc on est dans le champ bien sûr d'un fonctionnement psychotique, qu'on rapproche souvent, je crois, dans les classifications françaises des délires paranoïaques, interprétatifs, projectifs. Est-ce que tu peux nous en dire un petit mot d'un point de vue psychodynamique? Alors, au niveau d'abord psychopathologique, c'est vrai que maintenant, on aurait plutôt tendance à mettre l'érotomanie sous l'appellation générique de paranoïa, mais il faut se souvenir que de Clérambault, qui est tout de même l'auteur qui a le plus travaillé sur l'érotomanie, tenait beaucoup à une distinction entre les délires d'interprétation, dans lesquels il rangeait la paranoïa, et les délires qu'il appelait passionnels, des revendications, parmi lesquels il rangeait l'érotomanie. Donc oui, paranoïa au jour d'aujourd'hui, mais néanmoins, historiquement, une très nette distinction faite par de Clérambault, qui a une certaine autorité en la matière d'érotomanie. Alors, au niveau de la prise en charge thérapeutique, est-ce que on peut espérer une fin plus heureuse que dans le roman de Stephen King? Est-ce qu'il y a des données un petit peu sur l'accompagnement de ces patients, à la fois chimiothérapeutique, psychothérapeutique, quand il n'y a pas un versant médico-légal d'ailleurs, comme tu l'évoquais? On n'a pas de thérapeutique spécifique. Parfois, la porte d'entrée peut être le médico-légal. Probablement, il y a des érotomanies à bas bruit qui se développent dans des relations thérapeutiques psychiatre-patient, qui ne prennent pas une ampleur telle que cela aboutisse sur le bureau d'un procureur et que ça conduise à des internements, mais qui néanmoins font partie, pour ainsi dire, du quotidien, du soin d'un patient psychotique. C'est assez probable. Alors, je me souviens de mon maître qui disait que finalement, l'essentiel, c'est que le patient ne se pose pas la question. Qu'est-ce qu'il me veut, celui-là, ou quels sont les signes, pourquoi il m'envoie ces signes. C'est-à-dire que l'essentiel, c'est que le patient arrive à vivre cette relation thérapeutique sans se poser certaines questions qui, elles, pourraient le conduire à une dérive de type érotomaniaque, au sens de délire érotomaniaque. Et probablement l'art thérapeutique consiste à accompagner le patient en restant à la marge de cette question au profit d'autres qui sont probablement plus importantes pour que le patient n'arrive pas dans une impasse évolutive.
D'accord, ben, merci beaucoup Vasilis, on a hâte d'aller t'écouter dans quelques minutes. Et puis pour les participants et les connecter sur le site Encéphale Online, ils pourront réécouter à la fois ta présentation et le symposium. Merci beaucoup, merci Vasilis. Merci de votre invitation.